Et si l'on scrutait le programme des candidats, non pas du point de vue du consommateur, du salarié ou de l'employeur, mais de l'épargnant, une catégorie électorale un peu particulière et pas si bien définie, et pourtant influente. On pense à la partie de la population qui peut se constituer un patrimoine, avec plusieurs objectifs: se loger en tant que propriétaire, se couvrir contre les aléas par précaution, les rentiers ensuite, et notamment les retraités qui vivent sur le revenu de leur épargne, le plus souvent diversifié, les spéculateurs ou encore les entrepreneurs dont l'essentiel du capital est engagé sans diversification possible dans le capital de leur affaire. L'épargnant, c'est tout cela, autrement dit une myriade d'intérêts et d'objectifs économiques qui ne sont pas nécessairement compatibles. Ainsi, en France, il y a 50% de la population qui, en bas de l'échelle, détient 5% de la richesse, avec un patrimoine moyen de 21 000 euros, et 10% de la population qui, au sommet, détient 55% de la richesse nationale, avec un patrimoine moyen de 1,1 million d'euros. Entre les deux, ce que l'on peut appeler la classe moyenne, 40% de la population qui se partage 45% de la richesse, avec un patrimoine moyen de 188 000 euros. Et puis, tout au sommet, le 1% de la population hyper riche qui détient près du quart de la richesse nationale, avec un patrimoine net moyen de 4,5 millions d'euros. Autant d'intérêts divergents. Peu probable ensuite que la grande masse des épargnants soit au fait de la teneur des programmes. Pour le plus grand nombre, la préférence va sans doute aux candidats qui rassurent et incarnent une forme de stabilité. Et l'un des rares sondages concernant cette question, mené pour le compte des Échos, place en bas de l'échelle Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le risque de sortie de l'euro qu'incarnent ces deux candidats étant à juste titre considéré comme une menace. Et même si aucun des candidats n'emporte vraiment l'adhésion aujourd'hui, celui qui inspire le moins de rejet est Emmanuel Macron, aidé aussi sans doute par son passé de financier, suivi de François Fillon et de Benoît Hamon. Regardons néanmoins la teneur des programmes, avec deux grands axes de préoccupation. Premièrement, les candidats portent-ils en priorité des enjeux de prise de risque en faveur de la sphère productive, ou plutôt des enjeux de précaution? Deuxièmement, leurs dispositifs visent-ils les plus fortunés ou les plus modestes? Du côté de Fillon, il y a une claire préférence pour le fléchage de l'épargne en direction des entreprises, en facilitant la transmission des PME aux descendants, en réduisant l'IR de 50% des montants investis dans une PME, avec également une fiscalité plus favorable aux détenteurs de capital au détriment du consommateur, avec un taux unique et faible sur les revenus du capital, avec une suppression de l'ISF, une réduction des délais entre deux donations et enfin un encouragement de la retraite par capitalisation pour les uns et une hausse de la TVA pour les autres, autrement dit les consommateurs. Tout cela favorise nettement les plus grandes fortunes. Macron, de son côté, annonce la création d'outils innovants de fléchage de l'épargne vers les entreprises. Il revendique un allègement de la fiscalité des revenus du capital, avec comme Fillon un taux unique de l'ordre de 30%, plus favorable à la détention de titres risqués. Il sort aussi la composante mobilière de l'assiette de l'ISF. Par nature, tout cela favorise les plus grandes fortunes. À cela près que, fidèle à son ambivalence, et de droite et de gauche, et flexible et sociale, il annonce dans le même temps l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables et un alourdissement de l'impôt pour les riches détenteurs de patrimoine immobilier. Bref, comme toujours, Macron est difficile à positionner. Hamon et Mélenchon, de leur côté, assument le fait que la taxation des hauts patrimoines constitue la principale source de financement de leur programme, avec de part et d'autre une fiscalité harmonisée et progressive sur le capital et le travail. Un impôt sur le patrimoine unique, net des dettes, qui englobe la taxe foncière et l'ISF pour Hamon, et un alourdissement de l'ISF et des droits de succession pour Mélenchon, avec également une taxation des transactions et un alourdissement des prélèvements sur le patrimoine. Hamon, attaché à l'euro davantage que Mélenchon, menace moins la sécurité du petit épargnant cependant. Pour Le Pen, les choses sont plus floues et ressemblent à un statu quo. On sait juste qu'elle veut faciliter le retrait de l'assurance vie et flécher l'assurance vie vers les startups. Elle veut également annuler la directive de l'union bancaire. Peu de choses en fait, et la candidate, qui prétend rallier le peuple, a l'air d'oublier
que le petit épargnant a sans doute plus à perdre à la roulette russe de l'euro que le gros épargnant.